Bonsoir à tous, merci de participer à cette comète. Donc effectivement, ce soir, je voulais vous proposer le sujet de la voiture électrique, un sujet qui fait, beaucoup débat, en ce moment depuis quelques mois. Donc tout d'abord, je vais me présenter, donc je suis consultant Bilix, et passionné de voitures, il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de tester la voiture électrique et je me suis dit qu'il m'en fallait une et aujourd'hui j'en ai 2. Alors pour dire que voilà, j'ai fait le grand pas. Malgré tout, ça m'a pas empêché de me remettre en question sur, tout ce qu'on peut entendre, sur toutes les a priori qu'on peut avoir sur la voiture électrique et c'est de ça que je voulais parler avec vous. Alors le sujet est un peu vaste, et j'ai choisi de limiter, le débat. Alors on va pas parler de savoir si, pour ou contre la voiture, hein. Effectivement, il faut mieux réduire ses déplacements, et utiliser, la marche ou le vélo, mais la voiture a encore de beaux jours devant elle, je pense, parce qu'on en a encore besoin. Donc le but est aujourd'hui de voir, de répondre à quelques a priori, 3 en particulier. Le premier, idée reçue numéro un, la voiture électrique est trop chère. C'est vrai que les nouveautés, viennent par le haut de gamme et sont généralement, chères quand ça arrive. On va voir si aujourd'hui, en 2023, c'est toujours le cas pour la voiture électrique. Donc je vous propose de faire un petit, comparatif et comparons ce qui est comparable. Alors là, oui, avant de passer, avant de comparer, il faut savoir évidemment, on n'achète pas une voiture, pour, la laisser, parquer. Donc il faut prendre en compte, tout le coût total de possession. Qu'est-ce que le coût total de possession? Donc ça englobe, forcément des frais, divers tels que les matriculations, l'assurance, la fiscalité, le coût d'achat évidemment, par-dessus tout, mais aussi le coût de carburant à l'usage. Carburant, que ça soit du coup, hein, gasoil, essence ou électricité. Donc pour ce comparatif, je suis en mission chez Renault, donc prenons, des Renault tout simplement et encore une fois, je voudrais comparer ce qui est comparable, donc j'ai pris 2 Mégane de la même, avec la même version techno. Hem, voilà, la Mégane électrique avec un prix d'achat de 45 400 €. Sachant que j'ai inclus, 2 options qui me paraissent importantes pour voyager en électrique. C'est le pack performance autonomie qui permet de précharger la de préparer la batterie quand on fait des charges rapides et ainsi qu'un câble de charge, qui est vendu en accessoire chez Renault à 300 €. Donc je la compare à une Mégane, DCI, 115, voilà, qui apparaît au prix catalogue de 35 600 €. Je vois que quelqu'un me dit qu'il y a pas la prise en plein écran. Nous, de notre côté, elle est en plein écran. Ouais, moi aussi, enfin, bref. Hem, donc sur la Mégane, DCI, pourquoi la DCI? Parce que c'est, a priori celle qui, consomme le moins et à l'usage, avec une consommation réduite et un coût carburant peut-être un peu plus réduit, semble la plus intéressante. D'autres hypothèses que j'ai pris en compte, un kilométrage de 15 000 kilomètres par an. Des frais d'entretien de 20,2 € par mois pour la thermique, je me suis appuyé sur les données Renault, hein, et de 10,7 pour la voiture électrique, pour la Mégane, E-Tech. J'ai considéré un achat à crédit sur 5 ans, avec un taux, actuel de 5,84. J'ai pris en compte les consommations WLTP, c'était difficile de prendre, du cas par cas, donc je me suis basé sur le WLTP qui a ses inconvénients, mais aussi ses avantages d'être assez stable entre les 2 modèles quand on cherche à comparer. Également dans mes comparaisons de coûts, il faut prendre en compte la valeur résiduelle du véhicule au bout de 5 ans et je l'ai même pris au bout de 10 ans, on verra tout à l'heure. Donc je considère qu'au bout de 5 ans, le véhicule, quel qu'il soit, ne vaut plus que 35 de sa valeur et au bout de 10 ans, il n'en vaut plus que 20. On verra tout à l'heure, l'impact que ça peut avoir éventuellement. Concernant le prix des carburants, alors j'ai essayé de voir ce qui se faisait, ça a peut-être un peu c'est peut-être un peu descendu depuis que j'ai fait la présentation, mais j'ai pris un prix du gasoil à 1,90 €, le samplon 95 à 2 €.
Et concernant l'électricité, c'est là où il y a un gap, c'est que l'électricité, que l'on la prenne à domicile chez soi ou qu'on la prenne sur des bornes de recharge haute puissance, le coût peut être très différent. Et on voit ici, à domicile, la moyenne, c'est 15 centimes environ, peut-être un peu plus chez certains, mais quand on roule en voiture électrique, on a tendance à prendre des contrats heure pleine, heure creuse ou d'autres contrats de ce genre qui font descendre un peu le coût au kilowattheure. Et sur les bornes haute puissance, j'ai pris une moyenne de 50 centimes le kilowattheure. Voilà, ce qui est une moyenne convenable de ce qui se pratique aujourd'hui chez les différents opérateurs. Donc j'ai mixé tous ces coûts de roulage sur l'année, sur les 5 ans. Tout d'abord sur 5 ans pour voir quel était le coût à la fin du véhicule. Donc, tous les coûts additionnés, le coût d'achat, le coût d'entretien, le coût du carburant. J'ai soustrait le coût de la valeur résiduelle. Et donc, j'en arrive à un coût du véhicule sur 5 ans de 33 000 758 pour la Mégane E-Tech et 36 471 pour la Mégane DCI, donc on voit ici, diesel. Donc tout de suite, on voit qu'au bout de 5 ans, la Mégane électrique est plus intéressante finalement, financièrement parlant, puisqu'elle nous aura coûté 2 713 € de moins que sa version thermique. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de la valeur à 10 ans, parce qu'effectivement, quand on a une réflexion un peu sur le mieux consommer, on cherche à garder son véhicule le plus longtemps possible. Donc prenons sur 10 ans, on voit que ce gap s'agrandit, puisqu'on passe à près de 10 000 € de différence en faveur de l'électrique toujours. Donc on considère que voilà, on a toujours le crédit sur 5 ans, mais les 5 dernières années, évidemment, il n'y avait plus de mensualité. Donc, pour répondre à la question, effectivement, le véhicule électrique semble pas si cher que ça, finalement, à l'utilisation, j'entends. Maintenant, vous pourrez me faire le reproche d'avoir pris une Mégane plutôt qu'une voiture plus petite. Donc, j'ai fait l'exercice sur d'autres voitures et j'ai pris la Clio. Alors, la Clio E-Tech, qui est, elle, une hybride non rechargeable, en version techno toujours, mais je ne pouvais pas la comparer à la Mégane, puisque c'est deux gabarits différents. Donc, je l'ai comparé, comme il n'y avait pas d'équivalent chez Renault, en dehors de la Zoé, que je n'ai pas souhaité prendre, puisque je considère la Zoé ne peut pas faire de grandes distances facilement. Je voulais vraiment prendre quelque chose d'équivalent, donc j'ai été voir chez la marque MG, qui propose la MG4. J'ai pas mis les prix d'achat de ces véhicules au prix catalogue, mais j'ai fait la même moulinette et on voit que les prix sur 5 ans, la Clio coûte à un prix de revient de 28 000 € et la MG 25 000 €. Donc finalement, même la Mégane ne serait que 5 000 €, ne reviendra à 5 000 € plus cher seulement que la Clio. Sur 10 ans, vous avez les mêmes gaps, c'est-à-dire que l'AMG est de loin celle qui coûte le moins cher, finalement, à 36 000 €. Et la Clio revient à peine moins cher que la Mégane E-Tech. Donc effectivement, quand on regarde exactement tous les coûts liés au véhicule, en parlant de l'entretien, du carburant, évidemment, on se rend compte que finalement, l'écart se réduit et devient en faveur de l'électrique assez rapidement. 5 ans, c'est une durée finalement assez courte pour garder un véhicule. Et évidemment, effectivement, il faut considérer aussi que le véhicule, même si on considère qu'on le garde 10 ans, il a une durée de vie bien supérieure. Et on verra ensuite, parce que je vois une réflexion qu'une batterie de véhicule électrique ne durera pas 10 ans sans la changer. On en parlera après, si vous voulez bien. Alors, vous allez me dire, dans ce comparatif, il manque un modèle dont on entend beaucoup parler. J'ai voulu l'écarter au départ, mais finalement, en fait, on entend tellement parler que je pense qu'il fallait que je le rajoute effectivement dans ce comparatif. C'est la Tesla Tesla Model 3, la propulsion exactement, c'est-à-dire c'est l'entrée de gamme chez Tesla. C'est un véhicule qui aujourd'hui est affiché à
7 000 € bonus déduit, prix catalogue. Voilà, on se rend compte, finalement, il est plus comparable à la Mégane E-Tech, et on se rend compte qu'il coûte encore moins cher, finalement, au bout de 5 ans et encore moins au bout de 10 ans. Ça me paraissait important d'en parler encore une fois parce que tout le monde veut faire la Tesla killer. Voilà, la Tesla, il y a du pour, il y a du contre, mais c'est aujourd'hui un très bon véhicule électrique quand on souhaite voyager et avoir un véhicule polyvalent. Et c'est là qu'on peut avoir l'a priori d'avoir une voiture chère, et en fait, on se rend compte qu'à l'usage, c'est une voiture qui est vraiment qui coûte vraiment très peu cher, finalement. Ensuite, je vous ai démontré que la voiture électrique n'était pas si chère à l'achat, enfin, à l'utilisation en tout cas, plutôt. Maintenant, on peut entendre l'idée reçue, numéro 2 que j'ai mis, c'est, «Oui, mais je préfère faire mon plein de carburant en 2 minutes». C'est vrai qu'on a l'impression que faire un plein d'électrique, ça prend des heures, et c'est pas totalement faux, contrairement au plein de carburant où, on met le pistolet et en 2 minutes, on a rempli son réservoir. Malgré tout, c'est une autre façon de penser, et on va voir, pourquoi. Alors d'abord quelques notions. Pour faire le parallèle, hein, de la batterie, de la capacité batterie, de la puissance des bornes de recharge, voilà, je me suis servi du site ChargeMap qui propose cette belle analogie de la baignoire. Finalement, la capacité de la batterie, c'est comme la capacité de la baignoire. Elle s'entend en kilowattheure, et on la remplit avec finalement un robinet quelque part, une borne qui délivre une puissance en kilowatts. On se rend compte ici qu'il y a deux goulots d'étranglement entre guillemets, c'est le goulot côté borne et le goulot côté batterie. On verra que enfin côté batterie, côté voiture. Ça a son importance puisque vous imaginez bien que si la borne peut délivrer beaucoup de puissance et que la voiture n'en accepte pas beaucoup, c'est le plus limitant qui va limiter, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que si le flux ici est plus faible qu'ici, et ben, le débit va être le plus réduit. Maintenant, inversement, si on a une borne qui délivre une faible puissance, mais plus faible que ce que la voiture peut prendre, bon, bah, ça sera la puissance la plus faible qui sera prise en compte. Maintenant que cela est posé, on peut voir en pratique comment ça se passe. Tout d'abord au quotidien. Alors au quotidien, j'entends à la maison, au travail, dans les lieux publics, là où on passe du temps globalement. Il y a 2 façons de charger sa voiture électrique. Tout d'abord sur une prise standard finalement, une prise de 120 volts qui délivre généralement 2-3 kilowatts de puissance, avec un coût d'installation faible donc, puisqu'on a tous une prise chez soi. Alors on peut, par raison de confort, installer une prise GreenUp telle qu'on voit sur la photo. C'est une prise un peu renforcée qui permet de faire passer de la puissance pendant plusieurs heures. Mais chez moi, je me recharge avec une prise classique et en réduisant un peu la puissance, et ça passe tout à fait très bien. Donc sur ce type de prise, on se recharge, on gagne environ 15 km d'autonomie par heure de recharge. Ça veut dire que, bah voilà, là, depuis le début de cette comète, il s'est écoulé un quart d'heure. Une voiture aurait gagné un quart de 15 km, donc 4-5 km d'autonomie. Sur une borne ensuite, avec ce type de prise, les prises type 2, la type 2, c'est la norme hein, sur les véhicules pour se charger sur des bornes qui font entre 3 et 22 kW. C'est des bornes qu'on trouve, alors qu'on peut se faire installer à domicile, c'est un peu plus coûteux que la prise, cette prise-là à gauche, mais ça permet d'avoir une puissance plus forte, donc jusqu'à 22 kW, comme je le dis. Attention à ce que votre voiture peut prendre, puisque comme avec l'analogie de la baignoire, si la borne délivre 22 kW et que votre voiture peut prendre que 11, bah évidemment, votre voiture ne se chargera pas à plus que 11 kW. Donc, globalement, une borne, sur ce type de borne, on gagne entre 15 et 100 km d'autonomie par heure. Donc, pour refaire sur un quart d'heure, par exemple, avec une Zoé, on aurait pu gagner finalement 25 km d'autonomie. On commence à comprendre que finalement, le temps a son importance et que
sans qu'on s'en rende compte, en fait, on arrive à gagner de l'autonomie. Et là, j'en viens à une petite devinette. À votre avis, quel est le point commun entre ces activités? C'est-à-dire travailler, prendre un café, manger, dormir, faire du sport. Je vous laisse 3 secondes pour répondre si vous voulez. J'ai pas vu de réponse, tant pis. Le point commun, c'est qu'effectivement, on n'a pas besoin de sa voiture. Donc sa voiture est garée et c'est du temps que l'on peut mettre à profit pour charger. Voilà, quand on rentre chez soi, après la journée de travail, la voiture va rester 8-10 heures garée et finalement, c'est du temps où on n'a pas besoin de la voiture. Donc finalement, que le plein prenne. Ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que mon plein me prend en fait 30 secondes, 15 secondes à brancher, 15 secondes à débrancher. Entre-temps, j'ai fait ma vie, j'ai mangé, j'ai travaillé, j'ai dormi. Peu importe, c'est pas du temps, le temps de charge n'a pas été contraignant pour moi finalement. Alors, il y a un moment où le temps de charge peut paraître contraignant, c'est sur les grands déplacements où on a besoin de faire des grandes distances rapidement. On a besoin de faire des grandes distances rapidement, et là, on essaie de le faire de la façon la plus rapide possible. Est-ce la bonne solution? Je ne sais pas. Donc là, généralement, on utilise ce type de bornes, des bornes très haute puissance, avec la norme dite CCS. Alors, vous avez pu voir, pour ceux qui ont remarqué, c'est que la borne CCS comprend une partie de la T2, de la prise T2 en fait, et qu'on y ajoute une partie basse pour transmettre la puissance. Donc sur ce type de bornes, qui vont globalement entre 20 et 350 kW, encore une fois, ça dépend aussi de ce que la voiture peut prendre. Les voitures aujourd'hui acceptent, les voitures du marché, j'entends, je crois que le maximum c'est 250-270 kW de puissance admise. Donc globalement, sur les voitures du parc aujourd'hui, ça veut dire que sur ce type de borne, on peut récupérer on peut passer de 10 à 80% en à peu près 20 minutes. Et si on considère que l'on descendrait jusqu'à 0% et que l'on veut monter à 100%, c'est un temps de 45-60 minutes. En fait, en pratique, on ne fait presque jamais du 0-100% parce que le temps, pour faire reprendre l'analogie de la baignoire, c'est qu'on n'a pas envie que la baignoire elle déborde. Donc en fait, quand la baignoire arrive presque au plein, on diminue le débit. C'est la même chose sur une borne. Donc le temps entre le 80 et le 100% est très long et il vaut mieux se débrancher et continuer sa route si on a vraiment besoin d'aller vite. Sinon, écoutez, moi la plupart du temps ma voiture en fait m'attend. Parce que quand on s'arrête pour manger avec des enfants sur le trajet des vacances, en fait, ça prend beaucoup de temps, beaucoup plus que ce qu'on imagine. Et c'est très souvent que la voiture a fini de charger avant qu'on soit prêt à repartir. Voilà. Comme je le disais aussi tout à l'heure, je vous dis que sur la Mégane, j'avais pris l'option pack de recharge Optimum. Effectivement, sur ce type de borne, notamment, c'est important que les batteries soient à température, que l'environnement soit bon, optimal pour les batteries et qu'on puisse atteindre les plus hautes puissances. Donc, c'est une petite quelque chose à avoir en tête quand on choisit son véhicule. Globalement, il vaut mieux que son véhicule ait l'option qui permette de préconditionner la batterie pour atteindre des puissances de charge maximum tout de suite, en fait. Sinon, la batterie est froide, on prend moins de puissance, ça prend plus de temps. Alors, petit cas pratique, si l'on veut faire le trajet Paris-Marseille, au hasard, comme ça, donc 775 km, selon vous, combien de temps en combien de temps on va le faire? Alors, vous verrez qu'il y a la réponse sur l'écran, presque. Voilà,
on fait jamais un si long trajet sans s'arrêter. Il y a forcément besoin de manger, de s'acheter un sandwich, de faire une pause technique. On a tous besoin de ça. Donc, on va forcément s'arrêter. Donc, j'ai utilisé le site Betoroute Planner qui permet de planifier son itinéraire, en fait, pour voir à peu près. On choisit son véhicule. Donc, moi, j'ai choisi la Mégane E-Tech, encore une fois. Et je lui ai dit, voilà, je vais aller de Paris à Marseille, je pars à 100% de batterie. Où est-ce que je vais devoir m'arrêter? Combien de temps? Et bien, en fait, voilà, ça prévoit un peu moins d'une heure et demie de charge en seulement 3 pauses. Donc, finalement, sur un si long trajet où on a forcément un temps de repas, où il va forcément falloir se dégourdir les jambes, c'est toujours mieux. Toutes les 2 heures, la pause s'impose, c'est la sécurité routière qui le dit. Finalement, on se rend compte que c'est pas si mal. Au début, on le fait un peu par obligation, et en fait, on se rend compte que c'est vraiment reposant et que ça participe à faire le trajet de la meilleure des façons. Voilà, donc vous voyez que sur le cas pratique, c'est vraiment ce que vous pouvez suivre, c'est que on va s'arrêter, on va rouler grosso modo 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures, avec des pauses de 25 minutes, là, de 25-30 minutes sur la Mégane. La Mégane qui n'est pas la meilleure des voitures électriques, mais qui est tout à fait dans la moyenne. Aujourd'hui, il y a des voitures qui permettraient, j'aurais pu prendre le cas par exemple de la Tesla, mais aussi des Hyundai, des Kia qui permettent de raccourcir, qui chargent beaucoup plus vite, qui sont beaucoup plus efficientes sur la route et qui permettraient de raccourcir ces temps de pause et de les espacer. Peut-être de faire seulement 2 pauses, voire une seule, peut-être, ça me paraît peut-être un peu difficile, mais peut-être. Voilà, j'ai pas voulu prendre la meilleure des voitures non plus pour vous présenter un cas pratique, mais l'idée reçue qui dit que pour voyager, les voitures électriques ne sont faites que pour la ville, que pour les petits trajets, que si on veut traverser la France, il va falloir prendre 15 jours de vacances. On voit qu'en fait, tout ça, ça tombe et que finalement, 1 heure et demie de pause sur un grand trajet, c'est pas grand-chose, c'est presque rien d'ailleurs. Maintenant, je vous invite vraiment à essayer, pourquoi pas à utiliser Betoroute Planner pour prendre diverses voitures et voir quels sont les temps préconisés, d'utiliser Betoroute Planner pour faire planifier vos trajets habituels. Peut-être que certains font plutôt Paris-Bordeaux régulièrement, Paris-Brest, je ne sais pas. Je vous encourage à vraiment à voir chacun dans vos déplacements qu'est-ce que ça donnerait en voiture électrique. Faites les simulations. Le Betoroute Planner, il y a ChargeMap aussi qui propose un planificateur. C'est vraiment des outils qui permettent de se rendre compte que finalement, ok, c'est pas si long les temps de recharge et que c'est tout à fait faisable. Et si vous avez l'opportunité même de louer un véhicule électrique pour faire le trajet vous-même, c'est encore mieux. Donc finalement, même si on ne fait pas le plein en 2 minutes, c'est pas non plus très long, même sur des grands trajets. Je répondrai à vos questions à la fin, comme ça a été dit au début. N'hésitez pas à mettre vos questions dans l'onglet questions. Enfin, la dernière idée reçue que j'ai souhaité aborder, c'est en termes d'environnement. Est-ce que la voiture électrique pollue plus que la voiture thermique? La voiture thermique, on le sait, elle rejette du CO2 à l'usage par le pot d'échappement. Voilà, on brûle du carburant fossile et ça émet beaucoup de CO2. La voiture électrique, elle, n'émet pas de CO2 à l'usage, mais on sait que sa batterie a un très gros impact. Et en ça, une voiture électrique, effectivement, elle part avec un handicap à sa fabrication, c'est sa batterie. Alors, j'ai repris simplement une page ici du Parisien qui avait repris qui avait pris en source l'ADEME.
pour le bilan carbone des voitures. Donc la voiture électrique, sa fabrication, sur sa fabrication, on voit que 6,57 tonnes d'équivalent CO2 sont consacrées, enfin 6,57 tonnes de CO2 sont émis pour la fabrication de la voiture. Contrairement, donc c'est pratiquement presque 2 fois plus que la voiture thermique. Donc effectivement, quand les voitures sortent de l'usine, la voiture électrique, indéniablement, elle a émis plus de CO2 et on peut considérer qu'elle est la plus polluante. Maintenant, encore une fois, on fabriquerait une voiture pour ne pas rouler avec. Donc, on va rouler avec et c'est l'usage qu'il faut regarder. À l'utilisation, sur 150 000 km, la voiture électrique, sur un mix français, c'est vrai que c'est un des meilleurs au monde. Hein, on verra d'autres comparatifs après. Donc, la voiture électrique émet 2,34 tonnes de CO2, contrairement à la voiture thermique qui, elle, en émet plus de 18. Donc là, ce n'est pas du simple au double, c'est x9, pratiquement. Sur le bilan total, voilà, on a 9 tonnes pour la voiture électrique et 22 tonnes pour la voiture thermique. Donc, sur 150 000 km, qui est un kilométrage pas si élevé que ça pour une voiture, finalement, là, on voit que la voiture, le handicap de la fabrication de la batterie se gomme en fait très rapidement et on estime que le point d'équilibre se fait entre 30 et 40 000 km. L'ADEME le dit, Carbone 4 le dit aussi, le think tank de Jean-Marc Jancovici, pour ceux qui connaissent. Voilà. Maintenant, il faut penser également, il y a tous les composants. Alors, je vous parlais du mix. Effectivement, le mix français est un des meilleurs au monde. Malgré tout, qu'est-ce que ça donne si on prend d'autres mix énergétiques moins bons? L'Allemagne, la Pologne, l'Inde, justement. On se rend compte que finalement, même en Inde, où c'est le pire, on est à 269 tonnes versus 271 sur cette utilisation. Finalement, une voiture électrique n'est pas si reste un peu moins polluante quand même que la voiture diesel. Par contre, ce qu'il faut envisager, c'est que le mix a tendance à être plus propre en fait dans tous les pays. Donc, avec la tendance, on peut considérer que même en Inde, le mix énergétique va s'améliorer, là où le carburant, lui, continuera à émettre autant de CO2 qu'aujourd'hui. Il ne s'améliorera jamais. Le carburant fossile restera du carburant fossile. J'essaie de lire vos messages en même temps. C'est pour ça que des fois, je prends des petites pauses. Une batterie, ce qu'on lui reproche, souvent, la question qu'on entend, c'est la question du cobalt. Le cobalt, c'est un des composants des batteries de voitures électriques, et pas seulement de voitures électriques. On en trouve également dans les batteries des smartphones et des ordinateurs. Alors, c'est vrai que ça fait un peu sourire quand ça devient une question, quand on parle de voitures électriques, alors que ça n'a jamais été un sujet pour parler de smartphone ou d'ordinateur. Mais ce qu'on ne sait pas aussi, c'est que c'est utilisé dans l'industrie pétrolière, en fait. Donc, c'est-à-dire que le cobalt n'est pas seulement le problème des voitures électriques, des batteries de voitures électriques, mais c'est aussi le problème des voitures tout court, de l'industrie pétrolière. Ce qu'on sait moins, c'est que en fait, le cobalt est de moins en moins utilisé dans les batteries de voitures électriques. On sait faire aujourd'hui des batteries sans cobalt. Pour ceux qui suivent un peu les sujets, c'est les batteries lithium fer phosphate qui aujourd'hui ne contiennent pas du tout de cobalt. Ça veut dire qu'une voiture électrique ayant une batterie LFP, lithium fer phosphate, en fait, utilise pas de cobalt, contrairement à une voiture thermique, même équivalente. Quand on entend parler du cobalt, on pense aux mines avec des petits-enfants qui travaillent dans des mines. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% du cobalt est issu des mines industrielles qui n'ont pas intérêt à faire travailler des enfants, en fait, puisqu'elles sont très réglementées.
Et je pense que comme tout le monde a un peu l'œil sur ça, elles n'ont vraiment pas intérêt à jouer avec ce genre d'enjeux qui pourraient ternir, enfin qui pourraient salir leur image. Donc effectivement, il peut y avoir des enfants qui travaillent dans des mines, mais c'est pas des mines industrielles, c'est pas des mines qui sont utilisées pour fabriquer des batteries de véhicules électriques. Ça, aujourd'hui, je pense qu'aucun constructeur n'a intérêt à ce que ça se fasse. Donc, de toute façon, comme je vous dis, les batteries électriques, on va avoir tendance à enlever le cobalt dedans. Donc, c'est plus vraiment un problème. Reste ensuite la question du lithium. Le lithium, donc là, par contre, c'est utilisé dans toutes les batteries. Peut-être que bientôt, on saura faire des batteries sans lithium, mais disons qu'aujourd'hui, toutes les batteries contiennent du lithium. Donc, penchons-nous sur cette question. Le principal sujet du lithium, c'est sa consommation excessive d'eau. 1 tonne de lithium, c'est environ 2 millions de litres d'eau. Donc, si je fais le ratio, une batterie contient environ 6 kg de lithium. Alors, ça dépend de la taille de la batterie, hein, mais c'est une batterie moyenne, c'est-à-dire environ 60 kWh, ce qui est dans la moyenne aujourd'hui des batteries. Ça veut dire que pour 6 kg de lithium, ça a nécessité 12 000 litres d'eau. Alors, on peut considérer que c'est énorme comme quantité, mais je vous ai mis des chiffres pour fabriquer un jean, par exemple, c'est 10 000 litres d'eau. Alors, est-ce qu'un jean rend plus service qu'une batterie? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que sur une vie, on utilise beaucoup de jeans. Et pour une côte de bœuf, par exemple, c'est 15 000 litres d'eau. Donc, c'est pareil. Voilà, je voulais un peu mettre en parallèle d'autres produits qui utilisent beaucoup d'eau au final. Et voilà, donc 12 000 litres pour une batterie de véhicule électrique, ça paraît beaucoup en soi, mais finalement, quand rapporté à d'autres objets, c'est finalement dans la moyenne. Et oui, je vois la remarque. Effectivement, on peut faire des batteries sans lithium. Je considère qu'aujourd'hui, ça reste un peu au stade de labo. Il n'y a pas encore de grosse production et encore moins de véhicules électriques qui roulent avec des batteries sans lithium. Donc, je pense qu'il faut considérer que le lithium reste un sujet aujourd'hui, beaucoup plus que le cobalt. Puisque le cobalt, on fait des batteries en série, en très grosse série, et sans cobalt, et c'est déjà sur nos routes. Ensuite, se pose la question de la seconde vie des batteries. Je voyais tout à l'heure passer un message disant que les batteries, au bout de 10 ans, il allait falloir les changer, et même avant 10 ans. Non, aujourd'hui, et même depuis quelques années, en fait, moi, j'ai une voiture, dans mes 2 voitures électriques, j'ai une voiture qui a cette année, qui va fêter ses 12 ans, qui a fêté ses 12 ans, et elle a sa batterie d'origine. C'est pourtant pas une batterie de dernière génération, mais malgré tout, elle a 12 ans, elle est d'origine, elle a un peu moins d'autonomie, mais elle me rend encore service. Donc, j'ai pas encore dû la changer. Et les batteries d'aujourd'hui de dernière génération, notamment les LFP sans cobalt, sont prévues pour faire environ 3000 cycles. 3000 cycles, j'ai pris une moyenne de 300 km d'autonomie par cycle. Bon, ça varie entre 200 et 500 km en fait, dans la réalité. Donc j'ai arrondi, voilà, ça donne environ 1 million de kilomètres de durée de vie, ce qui est énorme. Même chez les véhicules thermiques, il n'y en a pas beaucoup qui dépassent le million de kilomètres. Donc, voilà, là, je pense que la voiture électrique a aussi une carte à jouer sur la durabilité. Aujourd'hui, un moteur thermique, je vous le dis, fait rarement 1 million de kilomètres. Bon, la batterie, finalement, c'est celle qui va pouvoir durer plus longtemps. Et donc, une voiture qui dure plus longtemps, c'est une voiture à fabriquer en moins, quelque part. Ensuite, avant le recyclage, il faut penser à seconde vie, c'est-à-dire qu'une batterie peut ne plus être suffisante pour une voiture électrique, mais ça ne veut pas dire qu'elle est totalement HS. On peut la réutiliser,
il y a des filières pour ça qui la réutilisent dans du stockage stationnaire. Il y a des batteries domestiques maintenant. On peut avoir une batterie chez soi pour la recharger avec des panneaux solaires, par exemple. Il y a des bornes de recharge qui utilisent des batteries tampons pour ne pas surcharger le réseau, pour ne pas faire une trop grosse charge sur le réseau. Donc voilà, avant de penser au recyclage, les batteries ont une seconde vie. C'est-à-dire que, admettons qu'elles durent 20 ans dans un véhicule, elles vont peut-être pouvoir passer encore 10 ans dans à une seconde vie. Et une fois que dans cette seconde vie, elles sont vraiment plus utilisables, les batteries sont aujourd'hui, en 2023, 70 à 80%, à 90% de leur poids est recyclable. On sait recycler les matériaux, en fait. C'est-à-dire que tout le lithium qu'on a extrait, on va pouvoir s'en resservir. Et j'ai même indiqué que la loi, effectivement, aujourd'hui, impose uniquement 50%. Et si vous cherchez, vous pourrez voir quand même, on est capable d'aller au-delà des 95%. Bon, je préfère être prudent dans mes chiffres, donc c'est pour ça que je me limite à 90%. Je pense que cette industrie du recyclage des batteries va croître avec le besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, on a assez peu de batteries de véhicules électriques à recycler. Comme je vous le dis, finalement, les batteries, elles durent beaucoup plus longtemps que ce qu'on croit. Elles ont une seconde vie. Donc, tout ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de batteries à recycler et l'industrie se met en place petit à petit. Et je pense que quand il y aura beaucoup quand le parc automobile sera passé à l'électrique à 100%, à ce moment-là, on aura une filière de recyclage qui sera mûre et qui pourra recycler à plus de 95% les batteries. Et finalement, on aura la fabrication d'un véhicule électrique aura encore moins d'impact sur l'environnement puisqu'il y aura plus les matières premières ne seront plus à extraire. Elles seront déjà extraites. Il suffira d'aller les chercher dans les filières de recyclage. Mais quand on parle de l'impact des voitures électriques, de la fabrication des batteries, du recyclage, il faut toujours avoir en tête l'impact des énergies fossiles. Ça me paraît biaisé de dire oui, mais la batterie, fabriquer de la batterie, c'est polluant, etc., sans penser à l'impact de la consommation du carburant. Aujourd'hui, il y a 3,5 millions de personnes qui meurent chaque année de la pollution de l'air. Un véhicule thermique brûle sur sa vie 17 000 litres de carburant. Les 17 000 litres, ils partent en fumée. On n'a jamais pensé à leur recyclage. On pense aussi au transport du carburant avec les marées noires, avec la pollution des sols. On oublie aussi que l'industrie pétrolière consomme beaucoup d'électricité. Parce qu'on se dit oui, mais si tous les véhicules thermiques, devenaient électriques, on n'aurait pas assez d'électricité. Oui, mais on ferait de l'économie aussi sur l'industrie d'électricité sur l'industrie pétrolière. Et enfin, on peut aussi soulever la question de dépendance aux pays producteurs. L'électricité, finalement, c'est la produire un peu partout, de plein de façons différentes. On peut même la produire chez soi, avec des panneaux solaires, par exemple. Ça a un peu le vent en poupe. Donc, quelque part, on se soustrait à cette dépendance. Et en ça, pour moi, la voiture électrique aussi a un intérêt. Alors, malgré tout, je vous disais qu'on parlait de voitures électriques, mais je pense que dans les questions, il y a peut-être d'autres. On va me parler des alternatives. Alors, j'en ai listé deux principales, que sont l'hélium et le e-fuel. L'hydrogène, excusez-moi. Et puis peut-être d'autres auxquels je n'ai pas pensé. Alors, aujourd'hui, on cherche avant tout à réduire notre consommation, non pas d'électricité, mais notre consommation d'énergie. Il faut savoir que l'hydrogène est très consommatrice d'électricité. Donc, c'est dommage finalement de gâcher d'électricité, de l'énergie, pour créer de l'hydrogène uniquement pour répondre aux besoins de faire son plein le plus rapidement possible. En tout cas, sur le véhicule particulier.
Peut-être que pour des transports type poids lourd ou avion, peut-être que l'hydrogène sera la réponse, puisque c'est vrai que ça permet de faire des batteries moins grosses malgré tout. Mais en tout cas, sur la voiture, je ne crois absolument pas à la voiture à hydrogène. Moi, aujourd'hui, je fais mon plein chez moi. Je vous dis, ça me prend 30 secondes. Je ne me vois pas retourner dans une station aller faire mon plein. C'est impensable pour moi. Et même si sur des longs trajets, je pouvais faire mon plein en 2 minutes au lieu de 15-30 aujourd'hui, ça, j'ai du mal à y croire. Le e-fuel, ça reste un peu une solution de laboratoire, c'est-à-dire qu'on n'en voit pas vraiment sur la route. Donc là aussi, j'ai du mal à y croire. Je sais que ça consomme beaucoup d'énergie également. Et contrairement aux véhicules électriques, voilà, les véhicules électriques, on les a sur les routes, on sait ce que ça donne. Le e-fuel, j'ai du mal à croire à cette promesse. Donc, j'espère avoir répondu à pas mal de vos questions. Je pense qu'il y a d'autres questions en attente. Là, j'en vois dans le chat. Je vois pas mal de commentaires aussi sur les véhicules électriques. Je pense qu'on peut passer maintenant au moment d'échange, si ça vous va.